Ah, donc, a priori, on n'avait pas entendu. Donc, bienvenue à tous. On a parlé dans le vide. Donc, on recommande bienvenue à tous donc, à ce webinaire donc, sur un cas d'expérience utilisateur réelle et de production avec la SNCF, et donc avec notre partenaire et la innovation, donc Pierre qui est à mes côtés, et où on va donc évoquer comment la SNCF a pu facilement déployer un projet de géolocalisation indoor. Donc, un webinaire, pour que ça passe bien, c'est les questions que vous avez au fur et à mesure. N'hésitez pas à les noter. Et comme ça, en fin donc, de webinaire, on essaie de regrouper et de répondre à un maximum de questions qui arrivera. Donc, normalement, ça sera une demi-heure, 35 minutes. Et donc, le webinaire devrait durer jusqu'à 11h45, comme c'est précisé. Alors, je vais me présenter. Je suis Emmanuel Mouton, donc le fondateur de Synox. Synox, on est un éditeur de solutions dans les objets connectés, notamment de plateformes dédiées au device management, donc la gestion des objets, et gérer la connectivité, et aussi la gestion des plateformes, des data, des données, donc pour avoir la supervision et la visualisation de ces données. Et donc, notre partenaire, c'est la innovation, avec Pierre, donc, présenter un peu. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Bonzon. Je suis également le fondateur de la société l'Innovation. Et l'Innovation est une société qui est très complémentaire de la société Synox. Synox, c'est le côté très software et l'Innovation, c'est très hardware. On est donc ce qu'on appelle des device makers. On fabrique des tags et des balises en technologie Bluetooth Low Energy et d'autres technologies également. Et ça nous, c'est objets connectés destinés essentiellement à l'industrie vont se connecter sur des plateformes telles que la plateforme que propose Synox. Alors, passons un peu aux choses sérieuses maintenant, Pierre, pour parler un peu du contexte. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. On va vous présenter un cas d'usage qui nous a été demandé par la SNCF pour un cadre très spécifique qui est les travaux de rénovation de la ligne RERC dans Paris et qui est étalé sur plusieurs années, sachant que c'est étalé sur plusieurs années tout simplement parce que ces travaux ne peuvent se faire quasiment que durant l'été, c'est-à-dire une partie du mois de juillet et le mois d'août, et nécessitent la fermeture de la ligne. Il fallait donc être opérationnel à date, c'est-à-dire qu'avant le 14 juillet, il fallait être opérationnel parce que les travaux commençaient légèrement avant le 14 juillet. Ça concerne l'ensemble de la ligne RERC, mais là, c'est un tronçon de 8 km intramuros de Paris, et sur laquelle il y a un ensemble de 8 km de voies, plusieurs stations, environ 5 ou 6 stations principales, et qui représentent environ une trentaine d'entrées et sorties possibles pour l'ensemble des travailleurs. Le principal critère dans ce contexte était que la SNCF souhaitait déployer pas une solution qui fonctionnerait uniquement durant l'été de 2019, mais qui serait à demeure et qui pourrait rester au moins pendant plus de 8 ans de durée de vie. Et ceci sans forcément avoir de contraintes de tirage de câble, donc quelque chose de totalement autonome sur batterie. On est vraiment dans un contexte donc très industriel. Extrêmement, un contexte très industriel. L'enjeu principal, c'est un enjeu sécuritaire, c'est-à-dire que l'objectif est de pouvoir localiser et comptabiliser les travailleurs par tronçon de tunnel ou par zone, afin de pouvoir assurer leur sécurité en cas de plan d'évacuation. C'est clairement un objectif sécuritaire. Les sous-objectifs pour le donneur d'ordre étaient de pouvoir avoir une solution clé en main unique pour toutes les solutions de tracking indoor pour la sécurité de leurs travailleurs. La deuxième, c'est une contrainte de temps qui était énorme puisque les travaux commençaient au 14 juillet, donc il fallait absolument avoir déployé cette solution dans un délai relativement court, qui était un délai de 2 mois. Et le troisième objectif, c'était globalement pour éviter d'avoir une solution à mettre en place chaque année, avoir une solution qui va être pérenne dans le temps et qui va permettre, de par une durée d'amortissement beaucoup plus importante, de réduire les coûts annuels de la solution de tracking et de sécurité. Donc, les étapes. Alors, les principales étapes clés du projet, du point de vue, nous, de notre contact, évidemment, ce projet qui s'insère dans le cadre d'un projet qui s'appelle Castor, a démarré bien avant nous. Pour nous, le premier contact avec le client date courant février, sur lequel on prend le premier contact avec le client. En mars-avril, l'ensemble de l'offre est remise
et définitives, d'accord, sur lesquelles on a dû valider les capteurs, la connectivité, la technologie principale et qu'on va vous présenter par la suite. Et tout démarre par une prise de commande courant du mois d'avril. Donc de avril jusqu'à tout début juillet, l'objectif était de développer les éléments qui n'existaient pas dans la solution clé en main, et deuxièmement, surtout de les déployer. Le mois de juin a été essentiellement consacré à la partie déploiement et installation de la solution. La partie début du mois de juillet a été plutôt focalisée sur la partie formation et recette de la solution pour qu'elle soit totalement opérationnelle quelques jours avant l'entrée des travailleurs et des collaborateurs. Vraiment mené tambour battant. Hein, donc, Oui, il y a eu une petite pression du temps. Une gestion de projet assez opérationnelle a permis de faire en sorte que c'est rentré exactement, un peu au chausse-pied, mais c'est rentré. Des projets, en tout cas, ça a été une réussite totale, puisque la livraison a été à temps et les clients étaient contents. Tout à fait. Alors, le réseau Mesh, pourquoi ce réseau Mesh? Alors, avec les contraintes qu'on a bien compris qui étaient une facilité d'installation et une rapidité d'installation très courte, enfin, ou un timing d'installation très court, il s'est présenté devant nous une seule solution. Il y avait uniquement la solution d'un réseau maillé ou ce qu'on appelle dans le jargon un réseau mesh. Et ce réseau mesh, on l'a utilisé tout simplement parce qu'il présente des caractéristiques qui collaient exactement bien aux contraintes du système. Premièrement, c'est un réseau qui est 100% sans fil, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de connexion filaire pour remonter des données, mais il ne nécessite pas également de connexion filaire pour pouvoir alimenter. Donc, on est totalement sur batterie. On a un réseau qui se construit sur batterie, d'accord ? Et la facilité de paramétrage et d'installation se fait sur le fait que ce réseau mesh ou ce réseau maillé va s'organiser et même se réorganiser dans le temps de manière totalement automatique. Donc le principe, c'est qu'on va poser ce qu'on appelle des routeurs mesh et automatiquement le réseau va se mailler de façon totalement automatique. Deuxième avantage, et on va le voir un peu quand on va rentrer dans le détail du cahier des charges, c'est que ce réseau est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, dans un sens, on va pouvoir, avec ce réseau, calculer la position de l'ensemble des travailleurs qui travaillent dans le tunnel, mais aussi, dans l'autre sens, on va pouvoir envoyer un événement ou un ordre à chacun ou à tous les travailleurs, qui peut être, par exemple, un ordre d'évacuation si besoin. Donc, c'est l'intérêt de ce réseau maillé, c'est qu'il est totalement bidirectionnel. Autre avantage, il est 100% extensible, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les travaux vont se déplacer dans le temps, notamment cette année, il va y avoir une extension du réseau sur une autre zone intramuros. Ce réseau va pouvoir s'étendre simplement en rajoutant des routeurs mesh et sans opération supplémentaire. Donc, ça va auto se rajouter, ou plutôt les routeurs vont se rajouter dans le réseau de manière totalement automatique. Et enfin, c'est un réseau qui permet à la fois de faire de la remontée de données, mais surtout qui permet de faire de la localisation, puisque nous n'oublions pas quand même que l'objectif numéro 1 du donneur d'ordre, c'est de pouvoir faire la localisation des travailleurs avec une certaine précision, et on rentrera dans le détail par la suite. Et effectivement, on peut faire du calcul de position à partir d'un réseau maillé. Donc sur le matériel, donc quel est le matériel caractéristique qui a été utilisé? Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend, parce que j'ai entendu comme quoi on avait été déconnecté. Donc, tout le monde nous entend bien? C'est bon? A priori, oui, c'est bon. Tout le monde nous entend. Ok. Pour rentrer un peu plus dans le détail, la définition de la technologie. C'est bon. Donc, on a défini un réseau maillé, ça c'est la technologie qu'on a utilisée. Et ensuite, en fait, on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail et on va vous présenter les produits qui ont été utilisés. Il y a au niveau hardware 3 types de produits et physionomie de produits principales. Le premier, ce qu'on appelle l'encre. Globalement, dans le précédent transparent, c'est ce qu'on appelait le routeur mesh. Une encre, c'est quelque chose qu'on va poser de façon fixe dans le tunnel et qui va permettre, en référençant sa position dans le tunnel, ce qu'on appelle un point métrique plus exactement, de calculer la position des autres objets qui sont autour de cette encre-là. D'accord ? L'encre, l'avantage, c'est qu'elle est totalement autonome sur batterie et surtout, elle dispose d'une capacité d'autonomie qui va être de l'ordre de 10 ans. L'objectif étant de dépasser les 8 ans et l'autonomie sur ce projet-là est supérieure à 10 ans sur ce qu'on appelle le produit Blue Anchor. Un produit
industriel, totalement étanche et robuste au choc. Le deuxième produit, c'est celui qu'on va donner et distribuer à l'ensemble des travailleurs collaborateurs, c'est ce qu'on appelle le point mobile. Donc, c'est le petit produit que vous voyez sur votre droite de l'écran qui s'appelle le Blueplug Buzz Mesh. Ce produit-là va être porté par les personnes, soit en tour de cou, soit comme un porte-clés. Et c'est celui qui est beaucoup plus compact que l'encre et qui va permettre de positionner la personne, qui intègre ce qu'on appelle une gestion intelligente, j'y reviendrai un petit peu après derrière, et qui surtout va pouvoir signaler aux travailleurs s'il y a des ordres qui lui sont envoyés à partir de la plateforme. Ces ordres-là peuvent être un signalement soit visuel, donc on a une LED haute luminosité qui permet de clignoter et prévenir au travailleur qu'il y a un message pour lui. La deuxième, c'est qu'il y a aussi un buzzer qui est plutôt dédié à lui dire attention, là on est sur un plan d'évacuation. Tout ça, en fait, pour information, est regroupé sur ce qu'on appelle un kit d'évaluation. On a fait un kit d'évaluation qui regroupe l'ensemble de ces produits et qui vous permet de démarrer très rapidement sur l'évaluation de cette technologie de réseau privé. Le dernier élément et maillon de la chaîne du point de vue hardware, c'est ce qu'on appelle la gateway et la passerelle. Il faut savoir qu'à la fin, on renvoie tous ces messages sur un cloud et tout ça se renvoie à travers une passerelle qui insère une carte SIM et c'est un petit peu là où Emmanuel va avoir un peu plus d'étonnement. Juste avant de passer au slide précédent, pour vous donner à peu près une idée de la précision, on est sur une précision de localisation avec le réseau qu'on a positionné qui est une ancre tous les 25 mètres le long de ces 8 km de voie. On a une précision calculée à 10 mètres près. Et on a intégré dans le point mobile une gestion intelligente de la batterie qui permet de recalculer la position du travailleur en fonction de deux conditions. La personne bouge, donc on considère que normalement elle est en train de travailler et donc on fait un calcul de position chaque minute. La personne est immobile, on peut considérer qu'elle est soit en pause, soit éventuellement elle est repartie chez elle et dans ce cas-là, on fait un calcul de position beaucoup plus lent. Et tout ça, ça va permettre de mieux manager l'autonomie du point mobile, le point mobile qui va avoir une autonomie dans ces conditions-là de 5 ans minimum. Ce qui est exceptionnel. Pour avoir une position à cette fréquence-là pendant 5 ans, c'est. Et surtout sur un format qui est ultra compact. Alors là, globalement, pour bien cadrer, on vous a présenté un peu la technologie mesh, les produits qui sont installés, et maintenant un petit peu comment est-ce que ça a été mis en architecture et mis en scène sur l'ensemble de cette solution-là. Je prends la main sur la partie hardware, puis après je passerai le relais à Emmanuel. Sur la partie hardware, c'est très simple. Tout le long du tube ou du tunnel, on va positionner une ancre tous les 25 mètres. D'accord. Alors, la position n'est pas obligatoire tous les 25 mètres. On peut augmenter sa densité ou la réduire en fonction du souhait de précision de position. Mais globalement, on a positionné une ancre tous les 25 mètres. On vient, on la fixe par fixation et on n'a plus rien d'autre à faire. Okay. À certains points stratégiques, et dans le cadre de ce projet-là, on a choisi 3 points stratégiques. On va rajouter une passerelle. Cette passerelle-là, elle, on va la raccorder au réseau en alimentation et elle va remonter toutes les données sur le cloud à partir d'une carte SIM qui est insérée. Emmanuel vous précisera un petit peu les éléments. Tout ce réseau hardware maillé, que ce soit les 3 passerelles et l'ensemble des presque 400 ancres qui ont été positionnées, va s'organiser de manière totalement automatique. Et juste pour précision, la position du travailleur va être calculée en utilisant les différents niveaux de réception ou les différents niveaux de réception qui sont reçus par les différentes ancres qui sont autour. Voilà un petit peu la méthode de fonctionnement du système. Donc, tout remonte par un réseau maillé auto-organisé sur la gateway et donc à partir de là, on transmet les données vers le cloud et là c'est Emmanuel, tu prends le relais. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau donc, du cloud, il y a toute une partie d'analyse qui va se faire pour recalculer un peu les messages qui sont transmis par les ancres et par les capteurs et tout le traitement de la donnée va se faire au niveau du cloud. Donc, le côté architecture et l'interface, on va voir un peu sur un schéma un peu plus transversal sur celui-là, où on a donc les ancres d'un côté, la passerelle qui intègre aussi ce lien donc Bluetooth avec les ancres et déjà à ce niveau-là on met une
sans carte SIM, mais sans carte SIM sécurisée, ce qu'on appelle un APN privé, avec une adresse IP fixe mais privée, qui remonte sur une architecture cloud, un data center, complètement sécurisé. C'est important quand même, là on est sur la protection des personnes, donc d'avoir une solution qui est de bout en bout sécurisée, maîtrisée, et que ça ne passe pas par Internet, par un VPN classique. Donc les données sont alors, le choix a été fait de mettre ça en place dans un cloud sécurisé pour plusieurs raisons. Un, il y a une saisonnalité en fait donc de l'activité. Donc il faut une capacité de calcul qui soit aussi dynamique. On va voir qu'il peut y avoir des millions et des millions de messages qui arrivent en fonction des périodes. Donc il nous fallait un data center qui est capable donc de se dimensionner, d'absorber la volumétrie, le stockage et les différents messages et le calcul, parce que au niveau donc du middleware Wirepass qui va calculer, lui c'est un service qui va tourner en permanence pour recalculer. Donc, capacité de calcul. Je pense qu'il y a un point qui est important, Emmanuel, que tu as précisé, c'est que on n'a pas cité en fait le partenaire technologique. On a dit on utilise un réseau mesh. Oui. On utilise en fait dans ce réseau mesh un partenaire technologique qui est la société Wirepass, qui est une société qui est finlandaise et qui fournit toute la couche applicative et la couche intelligente pour pouvoir réorganiser le réseau mesh. Exactement. Et c'est pour ça que vous verrez de certaines transparences ce fameux nom de ce partenaire Wirepass. Exactement. C'est un module qui va permettre de transformer les messages qui arrivent donc de ces capteurs en localisation, on va dire X, Y, Z, qui nous permet, nous, de positionner après ça sur une carte et de positionner ça sur des maps dynamiques sur les différentes interfaces. Alors, il y a une première interface qui est une interface donc de device management qui va permettre, on a vu qu'il y avait plus de 400 encres, plus de 600 capteurs. Donc, il faut avoir un outil robuste pour pouvoir manager leur déploiement, leur supervision, leur administration. Et ça, c'est la partie SwampTime IoT, ce qu'on a mis en place. Et ensuite, on a une plateforme qui est d'analyse de données, de visualisation de données, qui est accessible aussi bien par le métier, donc la SNCF, les donneurs d'ordre qui vont pouvoir visualiser l'ensemble, mais aussi de donner accès à leurs sous-traitants sur une partie, finalement, les sous-traitants ont la vision de leur équipe et de la localisation de leur équipe et uniquement de leur équipe. Donc ça, c'était aussi une volonté et une possibilité d'arriver à scinder la visualisation complète donc, des différents capteurs. Et on voit aussi que le déclenchement d'alerte se fait à partir de ces interfaces-là, c'est-à-dire qu'à distance, et de remonter toute la chaîne pour envoyer donc des informations de l'aide à un ou plusieurs zones donc de tags sur site. Je pense que ce qui est important aussi à signaler, c'est que comme pour l'accès à la position de ses collaborateurs de la part d'un sous-traitant, l'accès à l'envoi des messages d'alerte est lui-même hiérarchisé en termes de droit d'accès. Et donc, uniquement certaines personnes, et en l'occurrence là, c'était les équipes sécurité du donneur d'ordre, peuvent utiliser ce tableau de bord qui permet d'envoyer des alertes et c'est sécurisé, et uniquement eux peuvent le faire. D'où l'importance donc de ces deux plateformes. Donc on voit un peu un visuel ici sur la plateforme qui va superviser les encres et les tags, ceux qui communiquent, ceux qui communiquent pas forcément, ceux qui sont en attente d'être affectés, la vision des plateformes, des messages qui remontent. On peut mettre des rapports pour arriver à avoir un suivi, puisqu'une absence de communication et une alerte potentielle de suivi, de maintien en conditions opérationnelles, donc de toute l'architecture. Donc ça, c'est cette plateforme de supervision de device management et qui est ensuite donc couplée à celle qui va être utilisée pour l'IHM, la plateforme de supervision. Donc là, on a de la localisation qui se fait, comme on l'a vu, à 10 mètres près, qui se positionne sur de la cartographie et des plans donc, qui soient macro comme donc Google Maps, là on est en OpenStreetMap et on peut rajouter donc des plans dynamiques. Quand on zoome, on va rentrer dans du détail plutôt parce que là on est dans des tunnels, donc il faut rentrer à l'intérieur donc de l'indoor, donc on va avoir des niveaux de zoom qui peuvent se superposer.
Donc ça leur permet d'avoir une vision cartographique temps réel, couplée à donc des indicateurs, des dashboards, tableaux de bord, rapports qui vont remonter pour avoir un comptage. Là, on le voit par zone qui sont activés. Par tronçon, en fait, il y a des tronçons qui sont prédéfinis. Ouais, effectivement. On définit les tronçons et on sait que dans ce tronçon-là, on a 36 personnes qui est entre les Invalides et les Ponts de l'Alma. Et s'il se passe quelque chose, donc là, on peut avertir uniquement ces personnes-là d'évacuer. Donc ça permet d'avoir cette vision temps réel et à distance. Et couplé, alors là, on ne le voit pas très bien sur le schéma, mais ce sont des gros boutons d'alerte parce qu'en fait, en plus, ces boutons peuvent être utilisés de manière mobile, sur tablette ou sur smartphone par les agents terrain qui veulent avertir rapidement. Et là, on a vu quelque chose de très simple, très rapide, très intuitif. C'est dès qu'ils cliquent sur un de ces boutons, ça envoie l'alerte automatiquement et très rapidement donc aux différents. Ouais, juste précision, avec juste un niveau de sécurité. Globalement, on clique. Déjà, il faut avoir les droits d'accès à ce tableau de bord. On peut cliquer dessus. La seule chose qu'on demande, c'est une confirmation pour être certain que ce ne soit pas un clic par erreur. Une petite sinon, on fait évacuer tout le monde pour rien du tout. Là, c'est pas très, voilà. Bon. Donc, il y a bien sûr le niveau sécuritaire, il faut bien insister parce que c'est important de voir que, tout le monde n'a pas accès à toutes les informations, c'est que ceux des habilitations qui ont le droit d'accès. Et après, dès qu'il y a une action qui se fait, on demande une confirmation pour que ce soit bien effectif. Forcément, on est sur de la sécurité. Alors, quels ont été on arrive à 23 minutes, donc c'est un peu là pour en synthèse. En synthèse, un peu, si on résume les atouts de la solution qui ont fait que la SNCF a pu déployer ça rapidement. Alors, le premier atout, c'est clairement, et je pense qu'on l'a quand même pas mal répété, c'est la simplicité d'installation et de maintenance. D'accord ? Et ça, c'est parce qu'on est parti sur un réseau mesh avec un partenaire qui maîtrise bien ce réseau mesh. Donc, tout ce qui est infrastructure est complètement sur batterie, avec un système de communication qui est totalement autonome, et avec un outil de supervision qui est fourni. Donc, c'est extrêmement simple. Le deuxième, c'est que c'est personnalisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir étendre le réseau de la façon qu'on souhaite, mais on peut aussi, par certaines zones, dire je souhaite plus de précision que les 10 mètres évoqués. Et dans ce cas-là, on va augmenter la densité de maillage des ancres et on va obtenir cette précision. Globalement, c'est une précision avec ce type de technologie qui va varier entre 3 et 20 mètres en fonction de la densité qu'on souhaite faire. Pareil, tout ce qui est remontée de données, de récurrence, de localisation, etc., tout ça est totalement personnalisable et remodifiable à la distance en fonction de l'évolution du projet. Enfin, un point qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est fiabilité, sécurité. Côté fiabilité, le point le plus important, c'est que le réseau mesh, s'il y a malheureusement un point ou une ancre du réseau qui tombe et qui ne fonctionne plus ou qui est enlevé, ce qui malheureusement arrive, dans ce cas-là, le réseau se réorganise de manière totalement automatique pour pouvoir avoir bypassé ce point défaillant. L'ensemble du réseau est complètement monitoré et on a une supervision qui permet de nous envoyer des alertes dès qu'il y a un point qui tombe. Donc, ça permet aussi, ils se réorganisent, mais nous, d'envoyer des équipes de telle sorte à pouvoir remplacer ce point qui est tombé. Et enfin, en conclusion, l'ensemble de cette solution permet d'avoir un faible coût d'acquisition, tout simplement parce qu'on a le point le plus fort, c'est que l'infrastructure qui a été déployée est complètement autonome et extrêmement simple à déployer. Et le côté de simplicité fait que le nombre de jours d'installation est extrêmement réduit et le faible coût d'installation total d'acquisition est lié essentiellement au fait qu'il y a une main-d'œuvre extrêmement réduite par rapport à ça. Oui, même les compétences pour pouvoir déployer ne sont pas les mêmes, puisqu'on n'a pas besoin d'électriciens pour tirer donc, une alimentation électrique ou d'ingénieurs ou de techniciens réseau pour tirer. Effectivement, et ça tu fais bien le souligner, c'est que c'est quelque chose qui est complètement délégable. On peut totalement déléguer la partie installation du système et qui en plus est relativement courte. On vous a proposé en guise un peu de conclusion, avant éventuellement qu'on attaque un peu les présentations croisées des entreprises et s'il y en a certains qui veulent un peu plus de détails. Et les questions, n'hésitez toujours pas à ça commence à fuser. Globalement, après ces 6 premiers mois d'utilisation, quels sont les premiers résultats obtenus?
Donc, le premier, clairement, c'est qu'on a enfin stabilisé un système de tracking. Et donc, on est déjà sur de la diminution de coûts par le fait que c'est stabilisé. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement utilisé de façon ponctuelle année par année. A été évidemment avec un timing serré déployé pour cet été, mais c'est utilisé encore à l'heure actuelle pour les équipes d'intervention de nuit. Deuxièmement, c'est un réseau qui est bidirectionnel. Et donc, on a bien cet aspect bidirectionnel. On peut enfin envoyer des alertes à partir d'une plateforme d'exploitation. Quelques chiffres. Une infrastructure qui a été construite pour durer, 8 ans minimum sans entretien. Deuxièmement, un coût, alors c'est extrêmement difficile d'évaluer le coût par travailleur parce que ça change beaucoup. On a essayé de vous donner un petit peu d'ordre de grandeur et l'ordre de grandeur qu'on a réussi à calculer, c'est environ de 30 € par an et par travailleur. Quand je dis tout compris, c'est clairement avec l'installation, la maintenance, les abonnements récurrents. Une plateforme qui traite environ 8 millions de messages par an, c'est ce qu'on a interpolé à partir de l'analyse des 6 premiers mois, sachant que, attention, c'est pas régulier, il y a un pic d'activité aux 2 mois d'été, juillet et août, puisque là où il y a beaucoup plus de travailleurs. Sur un mois, en juillet et août, on est en moyenne à 2 millions de messages traités sur le mois. Un développement et un déploiement en moins de 3 mois. Attention, je dis bien développement et déploiement, c'est-à-dire que le déploiement lui-même a duré 2 mois, mais le développement, l'adaptation des tableaux de bord a pris environ, en amont de tout ce déploiement, un mois de travail. Une prise en main qui a été extrêmement rapide. Le temps de formation est extrêmement court et la prise en main est quasi intuitive en fait. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas de limite sur le nombre d'utilisateurs, donc on peut créer autant d'utilisateurs sur cette plateforme que de sous-traitants, et ça permet de extrêmement simplifier et de pouvoir mutualiser cet investissement sur un ensemble de sous-traitants relativement important, ce qui est le cas dans ce type de chantier. La prise en main, je vais revenir dessus, c'est vrai que c'est le fait que la formation elle soit très simple, et très rapide et intuitive, c'est important parce que les populations qui utilisent donc, ce type de solutions sont des agents souvent de terrain et il faut utiliser leur vocabulaire, utiliser donc la manière dont ils vont appréhender leur métier. Et là, on a eu un retour, un feedback très pertinent sur le fait qu'ils se sont appropriés la solution très rapidement sans avoir une formation à des outils informatiques. Ouais. Et puis ils ont une charge de travail importante aussi, donc on n'est pas là pour aussi les mobiliser pendant longtemps, donc c'est extrêmement cool. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ELA Innovation, finalement, parce qu'on est passé rapidement, mais disons, je vais aller très vite. C'est issu d'une expérience quand même de longue date d'arriver à ça. Je vais aller très vite parce que, il y a beaucoup de questions et je pense que c'est peut-être important. Et puis, globalement, de toute façon, on a laissé nos coordonnées, donc effectivement, on est en contact avec vous, il n'y a pas de souci. L'Innovation, c'est une société que j'ai fondée il y a 20 ans, on va fêter 19 ans, pardon, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. 30 collaborateurs à l'actuel, on est encore donc c'est une société qui est en croissance assez importante et donc on recrute régulièrement. Et globalement qui a 20 ans d'expérience, donc avec un nombre d'unités déployées dans l'Internet des objets destinés à l'industrie relativement important. Je vois que le chiffre n'est pas à jour, c'est plutôt 400 000 unités déployées maintenant à ce jour. Voilà un petit peu rapidement. Je vais faire rapide, ça te va? On va passer au transparent suivant. Et l'Innovation, on vous a présenté aujourd'hui un cas d'usage basé sur du réseau mesh avec notre partenaire Wirepass. Donc, le principal argument, c'est déploiement très rapide et simplicité d'installation. Il faut savoir aussi que l'Innovation, c'est un ensemble et une gamme complète de beacons Bluetooth Low Energy. Grand avantage, c'est que c'est compatible avec les smartphones. Et le deuxième gamme de produits qu'on présente toujours sur ces mêmes technologies, Bluetooth Low Energy et dérivés, c'est qu'on a une technologie de mesure et de positionnement qui est ultra précise, entre 10 cm et 1 mètre, qui utilise de la technologie de mesure d'angle d'arrivée. Et là, encore une fois, on utilise un autre partenaire qui est finlandais également, qui s'appelle Kupa. Manuel? Très bien. Je fais vite là, parce que je vois que ça... On a le Sinox, nous, on a 14 ans d'expérience dans la mobilité, le machine-to-machine et l'IoT. Et donc déjà un peu plus de, alors là on est 60 000, plus de 70 000 objets connectés, donc vraiment avec le flux de données, des millions et des terras de données qui remontent sur nos plateformes. Donc on a une vision de plus de 190
typologies de capteurs différents, donc ce qui nous permet de voir les technologies qui sont les plus matures, c'est qui se déploient plus rapidement, c'est qui sont efficaces, c'est qui sont pérennes dans le temps, c'est qui sont faciles à déployer, hein, parce qu'entre deux capteurs, un où il y a 4 vis, c'est long à changer une batterie, et ceux qui ont 8 ans d'autonomie, on voit l'impact qu'il peut y avoir au niveau exploitation. Donc on s'appuie sur un écosystème de partenaires importants, hein, donc des device makers, hein, comme Ela Innovation, des éditeurs dans la GMAO, dans la GTB, dans ces acteurs-là, et bien sûr des opérateurs télécoms, puisqu'on s'appuie sur des technologies télécoms. Donc on fait du cellulaire, comme on a pu le voir à ce niveau-là, du cellulaire sécurisé, donc avec du LTE-M aussi, une narrowband IoT, mais on fait aussi du LoRa opéré, avec Orange, Obgenius, c'est des opérateurs aussi étrangers, mais du LoRa privé, monter des plateformes et des gateways pour monter son propre réseau LoRa, ainsi que Sigfox et les nouveaux réseaux aussi satellites qui arrivent. Vous voyez, il faut avoir une connaissance donc, de l'ensemble des technologies pour arriver à offrir les technologies et intégrer les meilleures technologies par rapport à l'usage et à l'objectif donc de nos clients. Donc, notre but, c'est d'apporter des solutions qui sont pérennes dans le temps sur une gamme de 3 typologies de plateformes. On a vu donc vraiment dédié au device et à la connectivité management. Ce qu'on n'a pas trop parlé, c'est aussi la mise à jour à distance donc des frameworks. C'est quelque chose qui, dans les objets connectés, une fois qu'on a déployé et que c'est en place pendant 8 ans, il faut, s'il y a une faille de sécurité et qu'on s'en aperçoit, comment on peut mettre à jour à distance ces capteurs. Donc ça, c'est des plateformes, comme on le fait nous, qui permettent de le faire. Ainsi que donc la plateforme de sécurité. On voit que l'enjeu sécuritaire est important, de maîtriser la captation dans le cryptage de la donnée, dans le transport de la donnée, dans son stockage, dans qui peut voir ces données. Donc, toute cette chaîne de valeur et cette chaîne de sécurité est importante à maîtriser. Donc, ça, c'est notre offre SoSecure. Et ensuite, notre plateforme de data visualisation, où là, on a des cas d'usage qui sont sur plus de 400 clients possibles et qui utilisent des dashboards de reporting, de visualisation, de timeline, de cartographie, donc, que je vous laisse découvrir et revenir vers nous. Donc, je pense que maintenant, je laisserai un peu les slides après, on peut passer aux questions sur les 10 dernières minutes qui nous restent. Donc, n'hésitez pas à saisir un peu les questions que vous avez dessus. Donc, la première question que je vais lire. Donc, la passerelle remonte des informations vers le cloud par quel service radio? Donc, cellulaire, on a parlé. Donc, c'est du cellulaire qui est remonté. Donc, c'est de la 4G, 4G+, avec ce qu'on appelle un APN privé, Access Private Network. Donc là, on s'appuie sur d'ailleurs un réseau qui est multi-opérateur, qui permet donc de basculer d'un réseau à un autre, au cas où la zone où on va placer donc le routeur n'est pas couverte par Orange, par SFR. Ça bascule. Juste une précision, effectivement, là, sur le choix de ce projet-là, on a choisi de remonter avec des gateways cellulaires parce que c'est beaucoup plus simple à déployer. Par contre, ce n'est pas obligatoire, c'est qu'on peut très bien, effectivement, et la même gateway qu'on utilise dispose d'une connectivité IP, et donc on peut très bien se mettre sur un réseau IP propriétaire et privé. Voilà, mais effectivement, là, la souplesse et la sécurisation des cartes SIM qu'on a utilisées se justifiaient totalement dans ce projet-là. Ce qui me permet d'enchaîner tout de suite sur la question suivante, qui est exactement ça, c'est peut-on envisager de transporter ce dispositif sur chantier très court, durée de 2 à 3 jours? Alors, donc déjà, le cellulaire sur la gateway permet de transporter d'un endroit à un autre, et on a vu que le déploiement était assez rapide. Alors, 2-3 jours, alors complètement, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a présenté un petit peu, dans les transparents, il y avait une sorte de kit d'évaluation qui était présenté, donc sur lequel il y a des encres, il y a des points mobiles, et il y a effectivement tous les abonnements qui vont bien à la plateforme. Globalement, pour nous, quand on fait une démonstration, on vient avec ce kit-là, et avec ce kit, on le déploie environ une paire d'heures. Ça prend une paire d'heures, on a installé les encres, on les a déclarées sur la plateforme, et on a distribué les points mobiles. Alors, il est clair qu'on a l'expérience pour le déployer rapidement. Quelqu'un qui ne connaît pas doit être formé, etc. Mais globalement, avec une bonne connaissance du produit, il faut compter 2 heures environ pour déployer un petit réseau. Donc oui, c'est tout à fait adapté à des réseaux ou des chantiers de courte durée.
en imaginant qu'on va pouvoir déplacer le système et donc se l'approprier et puis le replacer sur un autre chantier. Notre objectif entre ELA et Synox, c'est de rendre vraiment tout ce dispositif plug and play, donc vraiment sur toute le système global avec l'application vraiment end user clairement. Une autre question sur de parler un peu plus sur le tarif, le coût, donc il est à 30 € par an par travailleur, donc sur quelle base de nombre de travailleurs? Donc, alors là, on est sur 600 travailleurs, sachant qu'il y a 8 km de tunnel, donc il y a environ 400 ancres qui ont été, un peu moins de 400 ancres qui ont été déployées, et 3 gateways. D'accord. Ce coût-là, attention, inclut clairement tout ce qui est abonnement à la plateforme de connexion, tout ce qui est abonnement de remontée de données, notamment sur les cartes SIM, et l'ensemble des opérations de maintenance qui sont planifiées. Alors, cette technologie s'adapte-t-elle à tout type d'environnement, donc dans des conditions extrêmes? Alors, il y a deux questions en une là. Ouais, c'est-à-dire déjà sur les usages, est-ce que c'est que pour des personnes, ça peut être pour des biens aussi? Le tout type, je ne saurais pas répondre. Ce que je saurais répondre, c'est quels sont les métiers sur lesquels un déploiement utilisant du réseau maillé est pertinent. Il y a tout ce qui est industrie, donc il y a tout ce qui est sécuritaire, mais il y a essentiellement tout ce qui est tracking d'assets dans l'industrie, que ce soit l'industrie aéronautique, l'industrie aéroportuaire, l'industrie automobile. On utilise beaucoup ces technologies pour pouvoir justement suivre des assets. Ça peut être des biens qui sont utilisés, ça peut être des chariots élévateurs, ça peut être un ensemble d'éléments. Donc ça, c'est tout ce qui est industrie est extrêmement friand de ce type de solution, et c'est quasiment la même solution qu'on va transposer sur l'industrie. Un deuxième métier sur lequel il y a beaucoup de demandes, c'est tout ce qui est dans le médical, tout ce qui est dans la santé en fait, pour pouvoir notamment localiser des équipements et même des patients en milieu hospitalier. Donc voilà les principaux éléments que je connais bien: le bâtiment, enfin tout ce qui est travaux publics et bâtiments, l'industrie et le médical. Clairement, on peut imaginer que ça peut se transposer sur d'autres éléments. Voilà, notre point sur lesquels on a le plus de retour d'expérience sont sur ces métiers-là. Et ce qui fait rebondir sur une question qu'on a après, est-ce que c'est la géolocalisation uniquement indoor ou est-ce qu'elle peut être aussi outdoor? Oui, alors je vais en profiter pour répondre à la deuxième partie de la précédente question qui était les conditions extrêmes. Alors, conditions extrêmes, oui et non, hein, il y a toujours extrêmes, mais effectivement, nos produits sont conçus pour être durables et extrêmement robustes. Les encres qu'on fournit, notamment une gamme d'usage de température de moins 40 degrés, jusqu'à plus 85. C'est également le cas pour la gamme de température d'utilisation sur les points mobiles. Et tout ça avec une résistance en termes d'étanchéité, par exemple, qui est IP68. Donc, on peut aller jusqu'à l'immersion de nos produits en termes de résistance des produits. Et donc, le côté indoor, j'ai répondu quasiment en même temps. IP68, effectivement, on fait indoor et outdoor. Oui. C'est justement l'intelligence de ce type de produit, c'est que on peut très bien faire de l'outdoor. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais les points mobiles sont aussi compatibles smartphones, c'est-à-dire qu'ils émettent aussi des signaux Bluetooth Low Energy. Et donc, on peut faire de l'outdoor extrêmement loin, simplement avec des smartphones ou des gateways qui sont compatibles Bluetooth Low Energy et qui prennent le relais. On est actuellement en train de déployer plusieurs projets complètement dans ce sens-là, où tout ce qui est indoor, ou on va dire site outdoor, mais proximité, est géré par du réseau maillé. Tout ce qui est transport d'un site à un autre site, ou tout ce qui sort de ce site bien connu, est géré par de la connectivité Bluetooth Low Energy. Alors, en matière des coûts de BLE, ça coûte pas cher. Il y en a zappé une. Mais bon, on la reprendra tout à l'heure. D'accord. Il faut déployer plusieurs points. Et si on vous demande d'utiliser une autre solution que le BLE, quel serait votre choix? Alors, là, je suis désolé, je n'ai pas tout à fait bien compris la question et j'ai peur de répondre à côté. Ce que je vous invite à tous, c'est n'hésitez pas à nous recontacter et reformuler vos questions, parce que de toute façon, je crois qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais globalement, si je devrais répondre à est-ce qu'on peut déployer cette technologie sur une autre technologie que Bluetooth Low Energy, clairement, le réseau maillé, nous, chez l'Innovation, on l'a mis sur un support hardware qui est compatible Bluetooth Low Energy. Donc, en termes d'acteurs et l'innovation, on ne saura pas répondre sur une autre technologie que ça. Par contre, notre fournisseur de technologie réseau maillé qui s'appelle WiPass,
Lui, je sais qu'effectivement, il opère sur des devices Bluetooth Low Energy, mais il opère aussi sur d'autres devices. Par contre, moi, je n'ai pas d'expertise sur ce. Il y avait une autre question, Emmanuel, qui était peut-on, alors je ne sais plus, j'ai des zappé, mais c'est peut-on avoir plus de précision que ce qui est proposé? Alors, elle est en haut, ça suit trop vite. Alors, le plus de précision que ce qu'on propose, effectivement, en réseau maillé, on fait un calcul de position par mesure de niveau de réception. Ça donne une précision qui est entre 3 et 20 mètres en fonction du maillage. Voilà un peu l'ordre de grandeur. Je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure. On a une autre technologie qui est par mesure d'angle d'arrivée, qui est totalement compatible et on peut le déployer de la même façon. C'est, je dirais, transparent pour l'utilisateur. Si ce n'est que là, on est obligé de poser des antennes fixes et qu'on est obligé de les alimenter. C'est la seule contrainte. Mais ce réseau, avec le partenaire Coupa d'antenne, permet d'obtenir des précisions en fonction de la densité qui vont de 10 cm jusqu'à 1 mètre. Donc, on peut être extrêmement précis et il y a d'autres technologies qui permettent d'être extrêmement précis. Donc, la réponse est oui. Alors, une question qui est intéressante, parce que là, on va parler un peu de restitution sur ces deux, c'est sur le troisième axe, l'altitude, l'axe Z. Est-ce qu'on peut arriver à simuler donc, les niveaux dans les tunnels ou les niveaux dans les étages? Alors, il y a deux choses. Alors, moi, sur la partie restitution, ça, je peux déjà parler que les couches, et on peut ajouter des plans, et on le fait dans du smart building, justement, pour avoir des niveaux d'étage, et ainsi arriver à visualiser et à montrer la visualisation étage par étage, et d'avoir la localisation. Donc, à partir du moment où on a l'élément Z qui nous est remonté par le capteur, en GPS ou en différentes technologies, on arrive à positionner donc dans de la cartographie les niveaux et les étages et visualiser ainsi les plans. Et au niveau hardware, la question est est-ce que la technologie permet de faire de la 3D? Oui et non. À partir du moment où on veut une position sur l'axe Z, on n'aura pas du tout la même précision que sur l'axe X et Y. Donc, on n'aura pas les 10 mètres de précision moyen que l'on a sur l'axe X et Y. Ça, c'est le cas si on est sur un champ ouvert. Donc, prenons par exemple une halle technique dans laquelle il y a 15 mètres de plafond et sur laquelle on doit positionner sur l'axe Z. Ça n'est pas recommandé. Ce n'est pas le réseau mesh qui permet de le faire. C'est réellement la mesure d'angle d'arrivée qui permettrait de le faire. Par contre, sur le réseau maillé, à partir du moment où il y a des plateaux qui sont clairement définis, notamment avec des sols et des plafonds, d'accord, là, on utilise l'artifice du plateau qui atténue fortement le signal et qui permet de trouver l'étage dans lequel on est. Donc, positionnement par étage, à partir du moment où il y a des étages qui existent, oui, en réseau maillé. Position sur un espace complètement ouvert et vide, à partir du moment où on est sur un réseau maillé, je ne le recommande pas, même s'il y a un indicateur qui existe. Position sur l'axe Z dans un réseau, dans un espace qui est complètement ouvert comme une halle technique avec des technologies de mesure d'angle d'arrivée, oui, complètement. Alors, on va prendre une dernière question, ça ne dérange pas parce que là, on arrive à terme. Donc, dans l'organisation du projet, comment avez-vous organisé la gestion du projet, son temps de conduite de projet avec le client? D'accord. Okay. Donc là-dessus, ce projet a été piloté par ELA Innovation, en fait. Hein. Donc, on avait un contact direct avec le client. On avait des reportings et des réunions de lancement avec le client. Et ensuite, après, nous, on a fait un ensemble de travail en back-office entre ELA Innovation et Sinox sur lesquels on avait à peu près un reporting hebdomadaire. Et globalement, après, chaque équipe avait son autonomie. ELA Innovation travaillait sur la partie hardware. Il y a eu aussi des évolutions hardware à faire, hardware et firmware. Et du côté Sinox, l'équipe a été complètement autonome là-dessus. Donc, ça s'est aussi relativement bien géré parce que chaque, on va dire, spécialiste a pris en charge sa totale autonomie en termes de gestion de projet. Très bien. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'on a pu répondre. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées. On peut en faire une petite dernière quand même. J'aime bien. Ouais. Non, juste une dernière. Je vois une question notamment qui dit est-ce que le téléphone mobile devient une gateway pour remonter les données dans le cloud? On l'arrêtera plus, attention. Allez, allons-y, c'est la dernière pour la route. Clairement, la réponse est oui. Quand on utilise la technologie réseau mesh, on émet de temps en temps une trame qui est compatible Bluetooth Low Energy. Et là, effectivement, un smartphone compatible Bluetooth Low Energy, c'est-à-dire quasi 100% du parc actuel,
va capter cette donnée et donc peut servir à remonter la donnée Bluetooth Low Energy. Par contre, la donnée du réseau maillé, donc calculée sur le réseau maillé, non, elle n'est pas compatible directement avec le smartphone. Donc voilà une petite restriction. Le smartphone est un très bon outil d'extension du réseau maillé, mais ne se substitue pas par rapport à la gateway du réseau maillé. Très bien. Merci Pierre. Un grand merci précision. à tous. Merci à vous. À très bientôt. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.